Des policiers racistes ont maltraité un vieil homme aveugle au tribunal. Puis son fils a passé un appel et le maire a répondu. L'odeur de l'eau de Javel flottait encore dans les couloirs du vieux palais de justice lorsque Leonard Briggs entra en traînant les pieds, tapotant le linoléum craquelé du bout de sa canne usée. Le cliquetis rythmique de l'embout en caoutchouc résonna dans la salle tel un battement de cœur provocateur, à peine perceptible sous les murmures des greffiers blasés et des papiers froissés. Son costume gris délavé, 2 tailles trop grands et rapiécés au coude, recouvrait sa petite silhouette voûtée comme une armure, non pas contre les balles ou les armes blanches, mais contre un monde qui avait depuis longtemps cessé de le voir. Sa canne blanche, abîmée par des années de trottoir et de gravier, le guidait, même si ses autres sens lui en disaient plus sur la pièce que ses yeux. L'air frais et stérile transportait l'odeur de l'encre, du papier, de la sueur et des mensonges. Un vieux bâtiment imprégné d'injustice, fraîchement ciré. Léonard était aveugle, presque 70 ans, la peau burinée comme une vieille écorce, et une voix qui autrefois imposait le silence, mais qui maintenant s'efforçait de résister au silence. La convocation était arrivée à l'improviste. Une feuille pliée glissée sous la porte écaillée de son 2 pièces, sans adresse de retour, seulement le sceau du tribunal d'État et une convocation dactylographiée. On ne lui avait pas demandé, on lui avait ordonné, comme si la justice exigeait un accessoire, pas une personne. Lorsqu'il entra dans la salle d'audience, personne ne se retourna. Aucun greffier ne s'avança, aucun officier ne lui tendit la main. Il n'avait trouvé sa place que parce qu'il avait mémorisé le rythme des pas de sa dernière visite, des années auparavant, lorsque ce même tribunal avait condamné son neveu à 10 ans de prison pour possession de drogue, pour un feu arrière, cassé et une once de marijuana. Alors qu'il s'approchait de la barre des témoins, un jeune officier se pencha vers son collègue, un sourire narquois dissimulé derrière un badge. Que va-t-il voir? La vérité? Les mots n'étaient pas murmurés. Ils étaient élancés. Un rire rauque et froid parcourut la salle d'audience. Même la sténographe ricana, ses doigts ne perdant jamais une seconde. Le juge Harmon Prescott, un homme corpulent à la peau rouge et marbrée, dont les bajoux tremblaient lorsqu'il bâillait, leva son marteau d'un mouvement de poignet fatigué. Sa robe semblait plus neuve que le cuir de son fauteuil, et la bague en or à son doigt brillait sous les lumières de la salle d'audience. Un héritage transmis de génération en génération par des représentants de l'État. Il ne jeta pas un regard à Léonard. Il ne regarda personne. Il marmonna simplement par-dessus le bourdonnement d'indifférence. « Continuons. La défense peut commencer à interroger le témoin. » Léonard stabilisa ses mains, ses doigts tressaillant légèrement lorsqu'ils trouvèrent la rampe en bois du box des témoins. La surface était froide, se fendant par endroits. Il entendit le souffle de l'avocat de la défense, un homme plus jeune, peut-être la trentaine, se lever et s'éclaircir la gorge. Mais Léonard n'attendit pas la question. Sa voix, d'abord rauque et hésitante, ne provenait pas de sa gorge, mais d'un lieu plus profond, enfoui sous des années à voir la loi se détourner des plus vulnérables. « Il y a 2 semaines, » commença-t-il, marquant une pause, tandis que la salle d'audience se penchait légèrement, par curiosité ou incrédulité. « J'ai entendu l'homme crier. Il ne résistait pas. Il suppliait. » Les mots tombèrent comme des pierres, lourds et malvenus. De la table de l'accusation, Dorian Wells, un homme aux cheveux lisses, vêtu d'un costume bleu marine qui scintillait sous les lumières du plafond et d'une Rolex achetée avec des faveurs plutôt qu'avec des heures, leva les yeux au ciel de façon théâtrale. Sa cravate était rouge, la couleur du pouvoir, et ses boutons de manchette portaient les initiales du sénateur dont il avait discrètement financé la campagne. Il se leva, levant un doigt en signe d'objection avant de parler. « Votre honneur, ce témoignage est hors de propos. Le témoin n'a pas pu voir les faits. Nous demandons la suspension. » Le juge Prescott, sans quitter des yeux le dossier devant lui, murmura « Maintenu. » Léonard ouvrit les lèvres pour poursuivre, mais le son ne vint pas.
La salle d'audience avait déjà basculé. Il le sentait. Les épaules se dérobaient, les esprits se fermaient, l'attention se reportait sur les smartphones et les carnets griffonnés. Il était devenu un élément perturbateur du processus, pas un contributeur. Un remplaçant, une relique. L'accusé, André Palmer, 19 ans, était assis en silence derrière son avocat, les mains menottées, les épaules crispées comme une corde d'arc. Ses yeux étaient injectés de sang, non pas à cause de la drogue, mais d'épuisement. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas bien mangé depuis des jours. L'avocat commis d'office à côté de lui murmurait des instructions sans conviction, croisant à peine le regard de son client. André était jugé pour agression sur un policier lors de ce qu'on avait qualifié d'émeute. Mais cela n'avait pas commencé comme une émeute. Cela avait commencé comme une manifestation, organisée, pacifique, déterminée, jusqu'à ce que les policiers arrivent en tenue anti-émeute avant même que quiconque n'ait élevé la voix. Léonard était là, non pas pour manifester, ni pour scander des slogans, mais parce qu'il habitait à proximité et qu'il était sorti pour profiter des sons de la communauté. Il était assis sur un banc, buvant du café tiède dans une thermos de station-service, écoutant des jeunes hommes parler de changement. Puis vint le bruit des bottes, puis vinrent les gaz lacrymogènes, les cris, et au milieu de tout cela, la voix reconnaissable entre toutes d'un garçon qui criait « Je n'arrive pas à respirer, je n'ai rien fait !» Il avait sorti un vieux magnétophone de la poche de son manteau. Un modèle démodé qu'il gardait par habitude. Il avait appuyé sur « Enregistrer ». Ses mains tremblaient alors aussi, mais elles ne l'avaient pas trahi. Maintenant, 2 semaines plus tard, cette cassette reposait dans un sac en plastique pour pièces à conviction, enfouie dans un casier du commissariat, ou plus précisément, elle y était restée, jusqu'à ce que le chef adjoint Malcolm Dreyfus, un homme aux épaules larges, portant un badge doré et un tempérament colérique, fasse une visite matinale à la salle des pièces à conviction. Les caméras avaient été mises hors service pour maintenance, et le registre des pièces à conviction présentait une curieuse tache à l'endroit où aurait dû figurer le nom de Léonard. Ce même matin-là, Dreyfus avait rencontré le juge Prescott pour prendre un café. Ils avaient ri de vieilles anecdotes de guerre de l'époque où ils étaient dans la garde nationale. Dreyfus avait évoqué la cassette avec désinvolture. Prescott avait convenu avec désinvolture que ce serait un casse-tête juridique. Et maintenant, la vérité de Léonard était irrecevable. Problème de chaîne de possession, prétendait-il. Preuve compromise. La même chanson, un nouveau couplet. La salle d'audience murmura lorsque Léonard fut excusé. Personne ne se leva. Personne ne le remercia. On lui ordonna de partir. Mais il ne le fit pas. Il retourna au premier rang, tapotant chaque banc jusqu'à ce qu'il trouve celui dont le clou était déboîté au coin. Il s'assit, les mains croisées sur sa canne, et attendit. Il entendait encore la respiration d'André, les pas lourds de Dreyfus arpentant la table de l'accusation, ressentait encore le dédain glacial qui irradiait du banc du juge Prescott. Il était assis non par défi, mais par nécessité. Il y avait des choses que l'on disait quand on pensait que les aveugles ne pouvaient pas entendre. Il y avait des vérités qui filtraient entre les fissures de l'arrogance. Devant le palais de justice, une petite foule s'était formée. Des manifestants brandissaient des pancartes. Justice pour André, arrêtez le bouclier du silence. Nous vous voyons. La plupart portaient des sweats à capuche, des vestes en jean et des visages solennels. Les caméras restaient braquées sur les marches du perron, espérant un moment dramatique, une arrestation, une bagarre, un gros titre. Mais le véritable sujet résidait dans le silence intérieur, un silence que Léonard absorbait désormais comme de l'oxygène. Le reste de la journée d'audience se déroula en requête de procédure. Les témoins étaient appelés et renvoyés. La défense avançait en boitant, sans force de frappe. Et pourtant, Léonard resta. Alors que la salle d'audience se vidait, un concierge passa avec une serpillière et s'arrêta. Il observe le vieil homme assis, immobile,
comme s'il attendait que quelque chose bouge. « Monsieur, ça va ?» Léonard ne répondit pas, la tête légèrement penchée sur le côté, à l'écoute. Il avait entendu quelque chose d'étrange juste avant que le juge ne suspende l'audience. Une voix, Dorian Wells, se pencha vers Dreyfus et murmura quelque chose comme « clarifier l'agenda du maire ». Puis Dreyfus marmonna « s'assurer qu'aucune autre surprise ne franchisse la porte ». Léonard garda ces mots pour lui. Ce soir-là, il rentra chez lui, sortit une deuxième cassette de son tiroir à chaussettes, celle qu'il n'avait pas apportée au tribunal, et la glissa dans une enveloppe adressée à quelqu'un qui n'avait pas décroché son téléphone depuis 6 ans. Au fond de la salle d'audience, blotti dans l'ombre où la lumière du soleil n'osait pas pénétrer, un homme était assis, immobile comme une pierre, drapé dans un manteau de laine noire qui absorbait la pénombre comme s'il lui appartenait. La tête légèrement inclinée, des lunettes de soleil masquant des yeux qui voyaient tout. Rares étaient ceux qui reconnaîtraient Dante Briggs désormais, disparu le célèbre agent qui démantelait autrefois des réseaux d'espionnage étrangers et interceptait des complots terroristes sur le sol étranger. À sa place était assis un homme vieilli par le silence et marqué par l'absence. 6 ans s'étaient écoulés depuis que Dante avait disparu de la vie publique, son départ marqué par des funérailles à huis clos. Vide. Le gouvernement avait laissé croire au public qu'il était mort dans une explosion à l'étranger. C'était plus simple ainsi, plus propre. Il était de retour, non par devoir envers son pays, mais à cause d'un message vocal qui avait transpercé son armure. La voix de son père, usée, tremblante, mais d'une clarté indéniable, résonnait dans son esprit comme une blessure qui n'avait pas cessé de saigner. On enterre le garçon, Dante, et je ne vois pas l'appel. Cette seule phrase avait brisé le mur que Dante avait érigé autour de son âme. Il n'avait pas parlé à Léonard depuis plus de 10 ans. Leur dernière rencontre s'était terminée dans le silence et une déception mutuelle. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. La famille avait le don de blesser plus profondément que la trahison. Et Léonard, aveugle et fragile comme il était, s'était lancé dans un cercle de loups avec rien d'autre que sa canne et sa foi en la vérité. Derrière ses lunettes teintées, Dante regardait son père, seul devant une salle d'audience qui empestait l'apathie. Il remarqua tout, la façon dont l'huissier évita d'aider Léonard à monter à la barre, le sourire narquois échangé entre 2 policiers en uniforme, la façon dont le juge Prescott refusa de soutenir le regard de Léonard, même si Léonard ne pouvait pas le voir de toute façon. Les rires de la foule quand le jeune policier murmura « Qu'est-ce qu'il va voir? La vérité ?» C'était un cœur venimeux, et Dante sentit sa mâchoire se serrer jusqu'à en avoir mal aux molaires. Puis vint le témoignage. La voix de Léonard était d'abord hésitante, comme s'il se frayait un chemin à travers des années de silence pour trouver quelque chose d'intéressant à offrir. Mais tandis qu'il évoquait la nuit précédente, les cris de l'homme et la violence qu'il avait entendu se dérouler, une sorte de défi tremblant sous-tendait chaque mot. Il ne témoignait pas en tant que témoin d'un crime. Il témoignait en tant que quelqu'un qui croyait encore que la vérité avait sa place en ce monde. Le tribunal répondit par un rejet. Le procureur, Dorian Wells, poli et prédateur dans son coûteux costume bleu marine, protesta comme par réflexe, la voix chargée d'un dédain expérimenté. Le juge Prescott soutint sans même faire semblant de considérer la valeur des propos de Léonard. Il fallut 2 huissiers pour éloigner Léonard de la barre. Aucun des 2 ne fut doux. L'un l'appela « grand-père », avec une fausse inquiétude, tandis que l'autre marmonna quelque chose de plus sombre, de plus laid, une remarque sur le fait que les hommes noirs ne connaissent pas leur place. Dante entendit tout. Il vit le coude de son père heurter le bord d'un banc. Il vit la grimace qu'il tentait de dissimuler. Personne dans la foule ne protesta. Personne ne broncha. Et pourtant, Léonard ne partit pas. Il resta assis tranquillement au premier rang, sa canne soigneusement inclinée à côté de lui, le visage légèrement levé comme s'il guettait un changement d'air.
Ce genre de patience ne s'apprenait pas. Elle naissait de longues années d'apprentissage de l'endurance dans un monde qui prenait la dignité pour l'entêtement. Dante sentit la honte de leur longue séparation s'accentuer. Il avait abandonné cet homme, l'avait laissé se battre en silence. L'audience s'éternisa. André Palmer resta en détention. Un jeune homme aux yeux trop fatigués pour ses 19 ans, dont l'avenir se réduisait à des gribouillis sur un bloc-notes et aux sautes d'humeur d'un juge désintéressé. Marcus Lang, l'avocat de la défense qui portait l'épuisement comme une seconde peau, demanda une suspension d'audience pour faire comparaître un témoin de dernière minute. Prescott le refusa d'un grognement. « Pas de recherche de vérité dans mon tribunal. » Dante remarqua que l'expression semblait avoir été répétée, la même que Prescott avait utilisée dans 3 affaires précédentes de brutalité policière. Un rejet commode déguisé en principe. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était une orchestration. Quelqu'un de haut placé avait décidé que la liberté d'André Palmer était un sacrifice acceptable pour protéger l'image d'un service de police gangrené par la pourriture. Cette décision avait nécessité la complicité. Prescott, Wells. Et au sommet, le chef adjoint Malcolm Dreyfus, un homme au sourire de prêcheur et au regard de marteau. Dreyfus, qui avait pris un café avec le juge le matin même. Dreyfus, qui avait autrefois dirigé des enquêtes internes, qui avait exonéré, comme par magie, tous les policiers impliqués dans des fautes professionnelles. Dante connaissait le genre. Il avait fait tomber leurs homologues étrangers à l'étranger. Il ne s'attendait pas à les retrouver dans sa ville natale. Lorsque le marteau retentit, signalant la fin de l'audience, Dante ne bougea pas. La salle d'audience se vida comme l'air d'un poumon perforé. La foule se dispersa. Les manifestants dehors criaient dans le vent, leur voix étouffée par les épaisses vitres. Léonard resta assis, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Il n'avait pas besoin de voir pour savoir que le combat n'était pas terminé. Dante sortit. L'air froid le frappa comme une claque, mais il l'accueillit avec plaisir. Il sortit un téléphone de la poche de son manteau. Il composa un numéro qu'il n'avait pas touché depuis 4 ans. Une sonnerie, puis une autre. Une voix se fit entendre, rauque, familière. « Briggs ?» Dante fixa l'horizon, le palais de justice se dressant derrière lui comme un monument à tout ce qui est brisé. Il est temps. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, une lente expiration. « Je suppose que vous savez qui est assis sur ce siège de juge. » Peu m'importe que ce soit le président lui-même. Il s'est moqué de mon père. Une autre pause. Celle-ci plus longue. J'appelle le maire dans 10 minutes. Dante raccrocha et rangea le téléphone dans son manteau. Il ne sourit pas. Il ne sia pas. Tout autour de lui, la ville bougeait comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Et quelqu'un allait payer. À l'intérieur du palais de justice, le juge Prescott était déjà dans son cabinet, sirotant un café préparé par son assistant, feuilletant son agenda comme n'importe quel autre jour. De l'autre côté de la ville, le chef adjoint Dreyfus était assis dans une salle de réunion impeccable, entouré d'autres hommes en costume, discutant de stratégies de sensibilisation communautaire. Mais Dante ne s'intéressait ni aux salles de réunion ni aux tasses à café. Il s'intéressait à l'influence, à la visibilité. L'appel était entre leurs mains, et il venait juste de commencer à creuser. 10 minutes plus tard, le crissement des pneus sur le trottoir brisa l'air matinal immobile devant le palais de justice. Une file de SUV noirs et élégants s'immobilisa le long du trottoir comme des pièces d'échecs s'enclenchant. Les portes s'ouvrirent à l'unisson. Le maire Elijah Trenton sortit, le soleil reflétant le bord des barres argentées de son revers, symbole de son ancien grade dans les Marines, même s'il n'en avait pas besoin. Sa seule présence irradiait l'autorité. Ce n'était pas un homme enclin aux effets dramatiques ou à la théâtralité médiatique. Il avait passé sa vie à percer le bruit par l'action. Aujourd'hui, ce ne serait pas différent. Les journalistes se pressaient comme des papillons de nuit, les micros levés, les questions s'interpellaient, les flashs des appareils photo.
Mais Trenton ne broncha pas. Il ne regarda ni à gauche ni à droite. Il avançait avec précision, chaque pas résonnant au rythme de l'indignation qui bouillonnait sous sa surface contrôlée. Il ne salua ni le juge, ni les procureurs, ni les auxiliaires de justice qui le regardaient avec une confusion méfiante. Sa destination était déjà fixée. Léonard Briggs était assis sur le banc de bois dur près des portes du tribunal, les mains soigneusement jointes sur le manche recourbé de sa canne, attendant sans attente. Le bruit des chaussures cirées ralentit devant lui. Une voix, sèche mais bienveillante, trancha l'air. L'homme demanda ce qui s'était passé. Léonard se retourna lentement, la cécité dans son regard cédant la place à quelque chose de plus profond, la reconnaissance de la sincérité. Il essaya de calmer ses mots, mais l'émotion les brisa. Il raconta à l'homme qu'ils avaient ri. Il lui dit qu'ils avaient rejeté sa vérité. Il parle d'André, un garçon dépérissant derrière des barreaux froids, pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Le maire Trenton ne répondit pas par des platitudes. Il hocha la tête une fois, puis il se retourna et donna un ordre. La galerie devait être évacuée. Une équipe d'enquêteurs arriva peu après, hommes et femmes en civil agissant avec une urgence vive. Leur présence provoqua une vague de tension qui s'abattit comme une vague sur les visages suffisants des membres du personnel du tribunal. La foule, autrefois passive, vibrait désormais d'une électricité contenue. Dans le cabinet du juge, où des murs lambrissés de bois sombre et des livres de droit vieillis tentaient de masquer la corruption sous un parfum de tradition, le chaos se répandit comme de l'huile. Le juge Harmon Prescott redressa sa robe d'une main nerveuse, son regard se fixant sur les caméras rassemblées à l'extérieur. Il balbutia, tentant d'affirmer son autorité, insistant sur le fait que ce n'était pas le protocole, que le maire n'avait aucune compétence ici. Trenton ne lui laissa pas le temps de terminer. Ce qui était irrégulier, rétorqua-t-il, c'était un aveugle moqué en audience publique alors qu'il disait la vérité. Ce qui était irrégulier, c'était une salle d'audience au service du pouvoir plutôt que de la justice. Prescott tenta de reprendre le contrôle. Il évoqua la procédure, il invoqua les lois et la jurisprudence. Mais chaque mot sonnait creux, surtout lorsque les enquêteurs de l'État entrèrent dans un petit casier métallique cabossé. À l'intérieur, marqué de rubans jaunes et scellé depuis des jours, se trouvait le magnétophone de Léonard. Pendant des semaines, il avait été déclaré perdu, puis égaré, puis sans objet. Maintenant, il était là, au cœur même de la vérité refoulée. Dante Briggs se tenait à côté, la mâchoire serrée, la cravate de travers, le regard brûlant d'une détermination sans faille. Le maire avait pris l'appel, mais c'était Dante qui avait agi. Pendant que Prescott dînait tranquillement avec des sénateurs et que Dreyfus organisait des parties de golf le week-end avec des donateurs, Dante suivait des pistes numériques et des documents secrets. Il avait trouvé les images de surveillance. Une vidéo granuleuse mais sans équivoque du chef Malcolm Dreyfus en personne entrant dans le vestiaire des preuves après les heures de bureau. La vidéo montrait Dreyfus sortant un sac plastique de l'armoire sécurisée et sortant, seul. Aucune trace, aucun témoin, juste un vol en uniforme. Les images étaient diffusées sur un grand écran roulant installé dans l'atrium principal du tribunal. Les journalistes retenaient leur souffle. Les manifestants à l'extérieur marquaient une pause au milieu de leur chant, tandis que les retransmissions en direct leur apportaient la preuve visuelle de ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. À l'intérieur de la salle d'audience, le silence s'épaissit. Prescott restait impassible, mais le rouge sur ses joues trahissait son calme déclinant. Dreyfus, assis derrière le banc du procureur, ne scia pas. Puis la voix retentit. La cassette de Léonard, récupérée et nettoyée par des experts en criminalistique numérique, était diffusée par des haut-parleurs portables hissés sur les marches du palais de justice. Elle était grésillante au début, comme le vent qui souffle dans un champ, puis elle devint plus nette. La voix d'André résonnait, tremblante et rauque. Il ne criait pas par agressivité, il implorait qu'on lui laisse la vie sauve. Il répétait sans cesse qu'il n'avait rien fait,
qu'il ne pouvait plus respirer, puis un rire inimitable, profond, guttural et cruel, suivi d'un bruit sourd. Puis le silence. Les gens pleuraient à chaudes larmes. Certains se couvrirent la bouche. D'autres fixaient le palais de justice avec incrédulité et rage. À l'intérieur, les murs semblèrent se rétrécir autour de ceux qui avaient orchestré cet échec. Le téléphone de Dreyfus vibra. Un SMS, puis un autre, puis un autre. Son sourire ne se démentait jamais, mais sa posture changea. Les épaules carrées, le regard désormais calculateur. Prescott chuchota à son greffier. Le procureur fit les 100 pas en cercle près du banc. La panique s'empara de leurs robes et de leurs costumes, mais ils ne cédèrent pas. Pas encore. Dreyfus, un homme qui avait des amis à Washington et des photos de poignées de main avec des gouverneurs accrochés au mur de son bureau, commença à passer des appels. Prescott contacta un sénateur de haut rang connu pour son influence discrète sur les nominations judiciaires. Le bureau du procureur déposa une demande d'urgence de report, invoquant la nécessité de vérifier la chaîne de possession. C'était une tactique dilatoire. Tout le monde le savait, mais trop de regards étaient désormais braqués. La salle d'audience, autrefois cocon de pouvoir protégé, était devenue une boîte de verre. Chaque geste était enregistré, analysé, publié et décortiqué par un public de plus en plus furieux. Dante montait la garde aux côtés de Léonard, refusant cette fois de se laisser éloigner. Le maire annula 2 réunions d'État pour rester sur place, arpentant les couloirs tel un commandant sur un champ de bataille. Le ministère de la Justice envoya 2 observateurs de Washington, D.C., des hommes discrets en costume gris qui ne souriaient jamais et ne clignaient jamais des yeux. Plus tard dans la soirée, la mère d'André se tenait sur les marches, tenant une photo de son fils à 10 ans. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. L'image suffisait. Un garçon au sourire éclatant et au potentiel inexploité, désormais enfermé et écrasé par des machines trop vieilles et trop corrompues pour s'en soucier. De retour à l'intérieur, le juge Prescott rendit une ordonnance réticente. Une audience serait fixée dans 72 heures pour réexaminer les preuves, y compris la bande et les images vidéo récemment récupérées. Il tenta de formuler sa position en termes juridiques, invoquant l'équité et la régularité des procédures, mais personne ne manqua le tremblement de sa voix. La salle n'acclama pas. Elle n'applaudit pas. La bataille était loin d'être terminée. Ce soir-là, Dreyfus rencontra 2 sénateurs d'État à huis clos dans un club privé du centre-ville. La discussion fut animée. Des accords furent proposés. Des menaces furent proférées. Prescott envoya des messages cryptés à ses alliés, laissant entendre qu'il se retirerait si la pression s'intensifiait. Et le procureur, autrefois si suffisant, commença à réexaminer d'anciens dossiers, des dossiers qui semblaient désormais dangereusement viciés. Dans un monde où la justice était souvent vendue aux plus offrants, quelque chose s'était fissuré. Un aveugle avait vu la vérité, son fils l'avait transmise, et une ville, lasse du silence, avait commencé à écouter. 3 jours plus tard, la salle d'audience sentait la peinture fraîche et le calme des comptes. L'odeur de négligence et d'eau de javel avait disparu, l'air était chargé d'attente. Une session extraordinaire avait été convoquée, et la ville vibrait sous le poids de ce qui allait se dérouler. Des rangées de bancs étaient bondées, militants, journalistes, étudiants, carnets sur les genoux, anciens combattants qui sortaient rarement de chez eux, tous animés par la même curiosité électrique. Quelque chose avait changé. La salle d'audience n'était plus une scène oubliée où se jouaient des décisions prédéterminées. Elle était devenue une arène, et la ville était venue témoigner. André Palmer était assis à la table de la défense, les épaules raides, les doigts crispés sur ses genoux. Malgré la chemise propre et le pantalon repassé que sa mère lui avait apporté, il paraissait usé, comme s'il avait vieilli de plusieurs mois en quelques semaines. Il ne souriait pas, même lorsque sa mère lui serrait la main. Il avait appris à s'attendre à la déception. Pourtant, il se tenait droit. Il observait. Du premier rang, le maire Elijah Trenton se penchait en avant, les coudes sur les genoux, le regard perçant fixé sur le banc.
Il avait refusé toute place spéciale, préférant s'asseoir là où le public pouvait le voir. Des agents de surveillance de l'État étaient alignés le long des murs, presse-papiers à la main, leurs caméras positionnées telles des sentinelles silencieuses. Aucun détail ne serait oublié aujourd'hui. Chaque clignement d'œil, chaque murmure serait enregistré. Lorsque l'avocat de la défense Marcus Lang se leva, il le fit avec réflexion, prenant une inspiration qui lui redonna sa stature. La salle d'audience sembla respirer avec lui. Il s'avança lentement, la voix égale mais tranchante à chaque mot. Il demanda l'abandon de toutes les charges. Son argumentation s'appuyait sur des preuves tangibles de répression, de conduite illégale des agents et d'inconduite judiciaire si flagrante qu'elle exigeait non seulement un renversement, mais aussi des comptes à rendre. Le juge Harmon Prescott avait l'air d'un homme acculé. Son habituel semblant de maîtrise de soi, cheveux méticuleusement peignés, front sévère, posture de fer, s'était effondré. Sa main tremblait lorsqu'il attrapa son marteau. Il avait passé la majeure partie de la nuit au téléphone, à répondre aux avertissements de ceux qu'il avait autrefois encensés lors de banquets de donateurs et de déjeuners privés. La voix du gouverneur avait été claire. L'incendie était incontrôlable, et si Prescott persistait à s'accrocher à son poste, il brûlerait avec. « Ne nous entraînez pas avec vous. » Cette phrase résonna à ses oreilles comme un glas. Il observe la salle d'audience. Leonard Briggs était assis au premier rang, ses yeux aveugles braqués vers l'avant, la colonne vertébrale incroyablement droite. À côté de lui, Dante, silencieux mais vigilant, dégageait un calme plus dangereux que l'indignation. Les caméras de toutes les grandes chaînes de télévision étaient braquées vers l'intérieur, comme un jury de millions de personnes. Prescott ne voyait aucune bouée de sauvetage. Seule la tempête qu'il avait ignorée pendant des années s'écrasait contre ses pieds. Requête accordée. Le marteau tomba. Les mots frappèrent comme le tonnerre. André resta immobile un instant, incompréhensible, avant de s'effondrer dans les bras de Marcus Lang. La tension dans ses membres fondit d'un coup, et son souffle se bloqua. Dans la galerie, sa mère se serrait la poitrine, ses sanglots brisant le silence respectueux de la salle. Une vague d'émotion parcourut la foule. Larmes, halètements, et même quelques acclamations discrètes avant que l'huissier ne rappelle sévèrement à chacun les règles du décorum judiciaire. Dehors, le bruit s'empara de l'air. Les gros titres défilaient déjà sur les écrans des smartphones. La mécanique judiciaire commence à tomber. Les manifestants levèrent le poing. Les journalistes se bousculèrent pour obtenir des déclarations. Trenton n'en fit aucune. Il passa résolument devant les caméras, devant le groupe de journalistes qui criaient son nom, et retourna à l'hôtel de ville sans tambour ni trompette. Il savait qu'il y avait encore du travail à faire. Ce soir-là, sous les lumières ambrées d'une conférence de presse organisée à la hâte, le maire Trenton se tenait devant une rangée de microphones. Derrière lui, un mur de dossiers, des classeurs noirs étiquetés avec des numéros de preuve, des mandats scellés, des notes internes s'alignaient sur une longue table. L'enquête ne se résumait plus à un seul procès. Il s'agissait d'une machine entière, conçue pour écraser la dissidence, récompenser le silence et punir ceux qui osaient en perturber les rouages. Il nomma des noms. Pas tous, mais suffisamment pour émerveiller toutes les rédactions de la ville. Des responsables de la police, des juges, des personnalités politiques. Certains étaient des visages familiers grâce à des affiches de campagne et des collectes de fonds. D'autres, des noms murmurés depuis longtemps considérés comme intouchables. Le silence qu'ils avaient acheté se dissipa plus vite qu'ils ne purent le dissimuler. En coulisses, une réunion se déroula, qui n'apparaîtrait jamais dans les archives officielles. Dans un bureau quelconque, éclairé par une simple lampe de bureau, Dante Briggs tendit une clé USB à Trenton. Son contenu était explosif. Registres cachés, rapports falsifiés, courriels internes signalés par des signaux d'alerte numérique, tout ce qu'ils avaient tenté de dissimuler, nom, date, versement, tout indexé, tout vérifiable. Trenton resta silencieux pendant un long moment après avoir inséré la clé dans son ordinateur portable.
Il parcourut le contenu, la mâchoire serrée à chaque nouveau dossier. Lorsqu'il releva enfin les yeux, son regard portait le poids de celui qui comprenait à quel point la corruption s'était répandue. Il ne posa qu'une seule question à Dante. « Êtes-vous prêt pour la suite ?» Dante ne broncha pas. Il avait déjà préparé sa réponse le soir où il avait entendu son père se moquer de lui dans une salle d'audience. Plus tard dans la soirée, sous un lampadaire tamisé devant les marches du palais de justice, Léonard posa une main sur l'épaule de son fils. Il n'y avait aucun journaliste à proximité, ni estrade ni micro, juste eux deux dans le silence qui régnait après l'incident. Il raconta à Dante qu'il était revenu, sans s'attendre à un miracle, espérant simplement que quelqu'un l'écouterait. Dante lui assura qu'il n'était jamais parti. Il avait toujours été là, observant, attendant le moment propice pour briser le silence. Et tandis que la ville se préparait à ce qui allait arriver, inculpation, démission, audience qui bouleverserait le pays, une vérité résonnait plus fort que jamais. La voix qu'ils tentèrent de faire taire était devenue une tempête. Une tempête si puissante qu'aucun tribunal ne pouvait la contenir. Il ne s'agissait plus d'un garçon ou d'un verdict. Il s'agissait de chaque porte claquée au nez de la justice, de chaque rire partagé sur des preuves enfouies, de chaque faveur échangée contre le silence. Maintenant, la balance penchait, et il ne s'arrêterait pas.